par an face à une loi adoptée en 2014 mais qui peine à juguler le fléau. La série sur l'élevage se poursuit, entre autres étapes ce soir, Ziguinchor et Kédougou. Ramadan, des fruits et encore des fruits. Après le Nougou, les Sénégalais ne s'en privent guère et c'est le marché qui profite de cette recommandation des nutritionnistes. Du poisson également dans la série Ramadan, direction Soumbédioune. Les pêcheurs n'ont pas changé leurs horaires. Le produit est disponible mais hélas, les clients se font désirer. Ce n'est pas le cas des conférenciers. En ce mois béni, ils tirent bien leur épingle du jeu et font parfois le buzz. Football, Ligue 1, l'US Gorée, sacrée championne. Les insulaires clôturent la saison en beauté et remportent le trophée 32 ans après leur dernière consécration. Ouf de justesse, le Niambour bat le Casa Sport et échappe à la relégation. Le point sur la dernière journée dans cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Mettre en œuvre les conditions optimales pour l'émergence de la jeunesse africaine, c'est ce qui ressort du symposium de haut niveau sur le dividende démographique et le développement de l'Afrique. Ce symposium est une plateforme orientée vers l'action pour stimuler les investissements au profit des jeunes et assurer leur stabilité et leur prospérité. Le Premier ministre, qui a présidé la cérémonie, a invité à fournir une feuille de route sur l'exploitation du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Salut Sbata. Ce symposium sert de débat politique interactif à la 11e conférence internationale du réseau des comptes nationaux de transfert. Au premier rang des préoccupations, la jeunesse et les défis en matière de développement sont importants en Afrique. Le Fonds des Nations Unies pour la population veut lier la question démographique à une croissance économique rapide. Notre continent enregistre déjà un recul rapide de la mortalité maternelle et infantile, une hausse du taux de scolarisation des filles, un soutien politique réaffirmé de haut niveau sur la nécessité de lier la question démographique à une croissance économique rapide. En revanche, certains pays affichent des taux de fécondité supérieurs à 5 enfants par femme, ce qui se traduit au niveau démographique par des pyramides d'âge fortement dominées par les jeunes de moins de 25 ans, qui représentent souvent plus de la moitié de la population. Il en résulte de nombreux défis en termes d'éducation, de santé et de création d'emplois. La détermination des chefs d'État et de gouvernement d'accroître les investissements consacrés à la jeunesse manifeste à quel point l'exploitation du dividende démographique leur tient à cœur. L'Afrique a besoin d'une nouvelle approche pour ralentir sa croissance démographique et créer suffisamment d'emplois pour soutenir la croissance de sa population en âge de travailler. Il est donc urgent d'agir. Le Premier ministre qui a pris part à la rencontre a souligné qu'il est temps d'accompagner la réflexion et l'action dans la quête de la mise en œuvre des conditions optimales pour l'émergence de l'Afrique. Donc, pour que les choses se passent, c'est la demande, c'est les capacités productives nouvelles, par l'industrialisation notamment, et par la promotion d'une agriculture à haute valeur ajoutée, et c'est du côté, et bien sûr la promotion des services qui tournent autour, et du côté de l'offre, c'est donner du métier d'abord aux jeunes. Et ça s'appelle la formation professionnelle. Au Sénégal, le chef de l'État a une vision qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Pour faire face justement, capter ce bonus démographique et le transformer en dividende pour notre pays, nous travaillons sur deux axes. Du côté de la demande, c'est la transformation structurelle, l'axe 1 du PSE. C'est comment faire pour doper le processus de création de richesse et de valeur ajoutée dans notre pays. C'est les capacités productives. Le deuxième axe, le côté offre. Le côté offre, c'est ce qui est relatif au capital humain. C'est 45 milliards que nous mettons aujourd'hui dans le vocational training, la formation professionnelle, parce que nous nous rendons compte qu'il y a aujourd'hui à travailler davantage à l'employabilité des jeunes. Réaliser une Afrique où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli, ce sont là les points saillants du dividende démographique. La feuille de route va permettre d'autonomiser et de protéger les jeunes en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Dividende démographique, le mot est sur toutes les lèvres, mais connaît-on la signification du dividende démographique, son impact, son intérêt pour la transformation structurelle, pour un développement durable, et puis comment allier croissance démographique et croissance économique, offrir et préserver l'emploi. Nous avons interrogé à l'occasion le directeur de l'UNFPA de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voici ses explications. C'est une notion complexe. Mais qui peut être décrite de façon très simple. C'est simplement un coup de pouce de croissance économique qu'une nation peut gagner en investissant dans la jeunesse lorsque la tranche d'âge qui est vraiment à même de travailler est active et lorsque des investissements sont faits dans l'éducation de ces jeunes, dans la formation de ces jeunes, dans la santé de ces jeunes et qui est un environnement favorable un peu à leur emploi productif. Si vous regardez un peu les tigres asiatiques, donc on tirait un peu leur croissance dans le dividende démographique et on estime qu'entre 2/3 et 50% de la croissance des pays asiatiques ont été tirés un peu de ce dividende démographique. Donc, ça représente approximativement aujourd'hui pour l'Afrique un gain d'environ, d'au moins 500 milliards de dollars des États-Unis chaque année et sur une période au moins de 30 ans. Et vous voyez, 500 milliards de dollars des États-Unis par année sur 30 ans, c'est beaucoup plus de ce que l'Afrique reçoit aujourd'hui en matière d'aide au développement. Donc, c'est un potentiel extraordinaire pour le développement de l'Afrique. Mais mieux, c'est également un instrument qui peut nous permettre également d'éviter les complications que nous connaissons, par exemple aujourd'hui dans la région du Sahel, avec les mouvements tels que les mouvements des djihadistes, ou dans le bassin du lac Tchad, avec ce que nous appelons Boko Haram, simplement parce que les jeunes n'ont aucune opportunité, ils ont perdu espoir, et lorsqu'ils échouent dans leurs initiatives de migration, ils n'ont qu'une opportunité, c'est vraiment la radicalisation. À présent, la visite de la Première Dame dans la banlieue de Dakar. Mariam Sall, émue par des scènes de précarité lors de sa précédente visite à Pékin, est retournée sur les lieux pour offrir aux familles démunies des matelas en vue de les soulager et apporter un minimum de bien-être. Cette opération a également touché les quartiers de Guinaouraï, Yeumbeul Nord, Sud et Keur Massar. Le reportage de Pabiram Bigenyaï. Retour sur des lieux qui ont marqué les esprits, où des Sénégalais ont fait la découverte d'une autre facette de leur Première Dame. Nous sommes toujours en banlieue et toujours ce même contact direct avec les populations. Le souci de prendre en charge des préoccupations vitales pour le bien-être des citoyens. Cette fois-ci, Mariam Sall vient avec d'autres surprises. léegi ma jóge def ba ñëw di yelwaan fii Ndakaaru ba ngeen ma jox ma matelas bii kon mënuma koo fàtte maa ngi koy gërëm te di ko ñaanal. Des matelas tout neufs pour remplacer les anciens dans un état de dégradation très avancé au cœur des familles démunies dans l'univers des couches défavorisées. Salam alaikum. Ça va alhamdulillah. Mère, Madame Faye moo la andi 5 matelas. Mariam Faye Sall ñu ngi koy gërëm di ko sant. Fi mu ñuy jëlee baax na torop. Yàlla rek laa koy bàyyi ak Yonent bi ak Sëñ Babacar ndax lii lu ma la bett la dama ko woon préparé te néew di doole moom ko bett ak lii rek day mel ne fi mu ne dafa mel ne àjjana laa nekk fi mu ne kon koor yi dafa gën si ay koor yu bëri tey. Des larmes de joie, une joie immense pour des familles dans le besoin. ay basang laay lal di ci tëdd waaw amuma dara xéewal gi mu ma indil maa ngi koy ñaanal di ñaanal borom këram lu ñu mën ren bu déwénee yal nañ mën lu ko ndax maa ngi nii chaque 3 mois ma fay ko ji 25000 jënd ci ceeb ak diwlin di dundal sama njaboot aw ma sësuma waaye maa ngi jàpp ci loolu ngir yàlla. borom kër gi nu mu tudd. Agréable surprise qui laisse sans voix. du mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. L'expression d'un sentiment si unique, si exceptionnel. Pékin Nord, Sud, Est et Ouest,
Guinaw Rail, Yeumbeul Nord et Sud, Keur Massar. Des lieux touchés par le renouvellement des matelas. matelas bi xanaa sant yàlla rek daw nañ ba dee lu ñu am jàppale suñu njaboot fu ñu tëdd sax amuñu ko waaye li ba Marème Faye Sall ñëwee ba léegi kenn sonnatul ndax lii ni dimbal njaboot la fi mu ne nii waa kër yi fi mu ne dañoo sonn suñu doom yaa ngi tëdd si ay suuf fu mu toll nii yéen ñëw ngeen sagal. Des ménages émus par un geste spontané. yal na leen yàlla defal gudd fan ak wér-gu-yaram si barke Seydina Mohamed. De la première dame. man tamit yéen ñëpp a siy tëdd yóbbu rek qui, dans son passage précédent, avait fait des rencontres sympathiques. Et pour certains qui la revoient, la joie est immense. ñu fekk ñu toog waxtaan naa ataaya ba wàññi ne am ngeen ay gan xalaatuñu woon président mooy ñëw waxtaan plus de 5 minutes 10 minutes ñu soog a xam ne dara président la mu am lu ñu permettre nag lu ñu dig mooy que mooy jàmm ak salaam ñu jàppoo. Geste d'affection, sentiment de profonde gratitude, l'image est forte. C'est aussi ça, la première dame, Mariam Sall. Saint-Louis, Gokhumbath, Pilote Bar, autre localité, autre problème, l'érosion côtière hante le sommeil des populations de la zone nord. Le phénomène a atteint des points de non-retour par endroits et la solution définitive n'est pas pour demain. Constat sur place avec Cédina Lunfal. Des sacs de sable et des gravats, rien de plus. Le combat semble être perdu d'avance. À l'évidence, les forces sont disproportionnées. Face à la furie des vagues et à l'avancée de la mer, Gokhumbath, cette partie de la langue de Barbarie se défend avec les moyens du bord. La progression de la mer inquiète. Et pourtant, il y a des personnes qui vivent encore dans ces maisons, qui menacent à tout moment de céder face à la pression des vagues. À Saint-Louis, Gokhumbath cristallise beaucoup d'angoisse. Les habitants ne savent plus où donner de la tête. Toutes ces habitations, toute la langue de Barbarie est menacée. Seuls des travaux durables, nécessitant des investissements lourds, pourront arrêter l'avancée de la mer et calmer la colère des vagues. Le changement climatique et la fonte des glaciers ont eu des répercussions ici, dans la région de Saint-Louis, patrimoine mondial de l'humanité. Pour ses habitants, il faut trouver une solution. Chaque année, des maisons sont emportées. Nous n'avons pas les moyens de faire face à l'avancée de la mer. J'ai perdu 6 chambres. Nous demandons de l'aide. Eux ne le savent peut-être pas. Inconscients, ils jouent sur ces ruines, sur ce champ de bataille, sur ce qui symbolise le combat mené par leurs parents contre l'avancée de la mer. Nous faisons des efforts pour ralentir l'avancée de la mer. Nous déposons des gravats ici pour essayer de contenir les vagues. Nous mettons tous nos moyens pour lutter contre l'érosion, mais cela ne peut pas continuer encore très longtemps. Des personnes ont tout perdu ici. Des vies ont basculé. L'avenir de la localité est menacé. Des terres, des maisons sont désormais immergées. Un pan de leur culture risque d'être englouti par la mer. On peut mettre des digues, des épis, mais cela nécessite des études. Parce qu'on ne peut pas aussi mettre certains ouvrages durs sans pour autant au préalable faire des études. Parce qu'il faut des systèmes de modélisation qui vont permettre vraiment de maîtriser certains phénomènes pour pouvoir mettre en place des ouvrages durables. Il faut des moyens, beaucoup de moyens pour sauver cette partie de la ville de Saint-Louis et soulager les populations. Patrimoine mondial de l'humanité, Saint-Louis est aujourd'hui menacé par l'avancée de la mer. La langue de Barbarie, rempart naturel, territoire d'un équilibre fragile, cède chaque année du terrain à l'océan, qui continue sa progression vers l'Interland, sans trop de résistance.
Autre décor loin de ce tableau que nous venons de voir à Gorumbath, Saint-Louis, où l'érosion côtière fait des dégâts. Cette révélation, le Sénégal a créé 234 260 emplois entre 2012 et 2015. Un atelier de partage d'un pré-rapport annuel des statistiques du travail 2015 s'est tenu entre le ministère du Travail et les institutions de prévoyance sociale. L'Agence nationale de la statistique. Le Sénégal vise à travers cet exercice à pourvoir un emploi décent et à mieux organiser le secteur du travail. La rencontre a été présidée par le ministre Mansour Sy. Abibou Mbaye. Le marché du travail sénégalais continue de pourvoir des emplois selon les informations issues du pré-rapport annuel des statistiques du travail 2015. Il s'agit pas seulement de créer des emplois, mais dans le respect de la législation, des emplois décents. À ce jour, 234 260 emplois sont créés entre 2012 et 2015. On arrive à un tableau qui nous informe du nombre d'emplois décents créés, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Pour les contrats visés au niveau des IRTS de 2012 à 2015, 189 558 contrats visés. Pour la fonction publique, qui ne sont pas concernés par ces contrats à déposer au niveau de l'administration du travail, 18 931 recrutements. Pour le ministère de l'Éducation nationale, instituteurs sortant de la FASEC, 15 269. Pour le ministère de la formation professionnelle, 502. Et en 2013, pour rappel, pour les agents de proximité, 10 000. Ce qui fait un total de 2012 à 2015 de 234 260 emplois décents créés. Il s'agit pour le ministère du Travail de continuer à produire les bonnes informations statistiques avec l'Agence nationale de la statistique, les institutions de prévoyance sociale, notamment Caisse de sécurité sociale, IPRES, pour la mise en place d'outils de référence. Il est prévu de renforcer les moyens humains. Il est prévu de renforcer les ressources, les moyens logistiques. Il est prévu de renforcer les ressources financières. Et il est même prévu de créer une prime de lutte contre l'évasion sociale pour leur permettre de pouvoir être beaucoup plus opérationnels. C'est ce qui nous permettra d'avoir des statistiques plus fiables, d'avoir une situation plus indiquée et d'avoir des outils modernes de prise de décision dans ce secteur. La production de ces informations statistiques est un premier pas pour le Sénégal de marquer son adhésion à la norme spéciale de diffusion des données prévues dans le courant de l'année 2017. 3 ministres sur le terrain pour constater l'ampleur d'un phénomène qui mine les forêts en Casamance, la coupe illicite de bois. C'est l'activité favorite de certaines populations si elles ne sont pas constituées en bandes armées. Pour eux, c'est une véritable industrie. Dans la région de Ziguinchor, la situation est tellement préoccupante qu'il faut des mesures hardies. C'est ce qu'ont déclaré les ministres des Forces armées de l'Intérieur, de l'Environnement et du Développement durable. Moussa Mané. De Kolda à Ziguinchor, la situation est inquiétante. La coupe illicite de bois est devenue la nouvelle menace sécuritaire en Casamance. Ces derniers temps, le phénomène a pris des proportions inquiétantes, une situation qui préoccupe au plus haut niveau le président de la République. Nous avons constaté qu'il y a d'importantes quantités saisies de bois, de charrettes, de camions même, des animaux aussi. Et donc nous saluons l'effort des forces de défense et de sécurité, des eaux et forêts. Ça a été un travail magnifique. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour encore intensifier la lutte contre ce trafic illicite parce que ça ne s'arrête pas. Ici à Djouloulou, à quelques kilomètres de la frontière avec la Gambie, les forces de défense et de sécurité mutualisent leurs efforts pour venir à bout de ce fléau. Des camions, des troncs de bois sont saisis. Aujourd'hui, pour une lutte efficace, la participation des communautés est plus que nécessaire, d'où des campagnes de sensibilisation pour les inciter à accompagner les efforts de l'État. Je suis content de cette visite et qui va nous permettre de mieux nous engager dans ce que nous sommes en train de faire. Cette population de Djouloulou s'est engagée vraiment véritablement dans la protection en organisant des journées de sensibilisation contre les feux de brousse, en organisant du reboisement et à la protection. Donc cela se passe en hivernage et également après hivernage, les travaux continuent, en mettant également des comités de veille. L'ampleur du phénomène nous a démontré que
la position amenée par M. le Président de la République en demandant à ses ministres de venir constater et de prendre des mesures hardies, je peux dire que c'est une bonne chose et que nous, en tant que fêtiers, nous l'avons dit tantôt, mais heureusement aujourd'hui, les gens l'ont constaté et que ça mérite quand même des actions hardies pour éradiquer ce mal qu'on constate aux lisières de nos frontières. Autre lieu, le service des eaux et forêts de Bignona. C'est un véritable trophée de chasse que découvre la délégation. Pas moins de 10 camions immatriculés gambiens, des centaines de charrettes, des motos et une quantité importante de bois rouge, vin et teck. Autre zone où la coupe de bois est très intense, Toubacouta dans l'arrondissement de Niassia. Ici, les forces de défense et de sécurité sont passées d'un ennemi potentiel à un ennemi destructeur de l'environnement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec des images à l'appui. Nous sommes en train de aussi, sur l'instruction du président de la République, en rapport avec le ministre des Forces armées, vouloir voir comment équiper davantage nos forces des eaux et forêts en rapport avec l'armée, et puis voir quelle est la stratégie, pour parler comme les militaires, la stratégie avancée, la plus opérationnelle qu'on peut mettre sur place. La population, elle doit être impliquée davantage parce qu'elle est concernée par cette lutte. Les ennemis de l'environnement sont identifiés. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent d'inverser la tendance. Pour cela, un compte-rendu fidèle sera fait au président de la République, qui est le premier protecteur de l'environnement. Des mesures hardies seront certainement prises pour éradiquer ce fléau des temps modernes. C'est du lourd, 220 kg de chanvre indien saisis dans le quartier de Yoff et au marché Sandaga. Une enquête menée par le commissariat de police de Niakourab, par Sélassini et de Diakhaï a permis cette opération, une première dans ce quartier de la banlieue dakaroise qui a abouti à l'interpellation de 2 Sénégalais. Philomène Constance Diagne. C'est grâce à une information anonyme que les hommes du commissaire Sen ont obtenu une piste, indication qui les a menés au quartier de Yoff vers les coups de 6 h du matin, puis à Sandaga. Sur les lieux, 220 kg de chanvre indien ont été retrouvés et saisis. Il s'avère que ce trafic constitue une longue chaîne. Donc on a interpellé que quelques individus. Il y a des gens qui sont jusqu'à présent dans la nature, mais l'enquête suit son cours. En tout cas, c'est une quantité assez conséquente, parce que ça constitue 220 kg de chanvre indien, qui est de la qualité du brown, qui nous vient des pays de la sous-région. Cette opération a été possible grâce à la vigilance des forces de l'ordre, mais aussi à la collaboration des populations. Vous savez, actuellement, nous sommes dans un monde un peu compliqué, que vouloir assurer la sécurité ne peut pas être incombé exclusivement à la police mais à la gendarmerie. La population doit jouer le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de cas, c'est la population qui peut être au courant. C'est en informant la police qu'ils parviendront à mener les investigations nécessaires pour mettre les malfaiteurs hors d'état de nuire. Instauré en 2015, ce commissariat d'arrondissement vient d'effectuer sa plus grande saisie de drogue. Les hommes du commissaire Sen continuent à veiller au grain pour assurer plus de sécurité aux populations. Plus de 400 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière dégagée pour préparer l'examen du CFE et de l'entrée en 6e session 2016 à 24 heures du dit examen. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves sur l'étendue du territoire national. Face à la presse, le directeur des examens et concours a révélé que tout le processus de l'examen est sécurisé. Oumar Baldé plutôt. L'heure est au dernier réglage à la direction des examens et concours. Le personnel s'active pour acheminer les épreuves de CFE et de l'entrée en 6e dans les différents centres. Au total, ils sont 276 755 candidats répartis dans 1635 centres. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen. Pour ce qui concerne la sécurisation des épreuves, leur levée et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif est mis en place à la DEXCO pour faciliter l'ensemble des opérations y afférentes. La levée des épreuves s'est déroulée du mercredi 15 juin au lundi 20 juin 2016. Une priorité a été accordée aux régions dites périphériques puis centrales. Sur les 276 755 candidats,
146 512 sont des filles, une nette évolution du nombre de candidates, ce qui augure de lendemain meilleur pour l'éducation des filles. Le nombre de filles candidates a évolué cette année, passant ainsi de 136 387 en 2015 à 146 512 en 2016, soit 10 125 candidatures supplémentaires, ce qui représente un taux de 7,42% en valeur relative. Par rapport à la session de 2015, où nous avions un effectif total de 253 063 candidats, il y a eu cette année 2016 une augmentation de 23 692 candidats en valeur absolue, soit un taux d'augmentation de 8,41% en valeur relative. Cette année, grâce aux efforts des différents acteurs de l'éducation, aucun cas de problème d'état civil n'a été signalé jusque-là. Goûter partagé en ce dernier jour de classe pour certains élèves de la maternelle et de l'élémentaire. Ce matin, l'ambiance était à la fête, place au projet vacances. Les tout-petits ont déjà ficelé le programme et ils n'ont pas manqué de le dire à notre reporter Sarah Louya. Dernier jour de classe dans cette école, à l'image de beaucoup d'autres, pour les tout-petits de la maternelle. Et de l'élémentaire. Tous les écoliers affichent la même décontraction. Pour marquer ce jour spécial, ambiance zen et festive autour d'un goûter partagé. Chaque année, on a l'habitude d'organiser ce goûter partagé pour nos enfants. On est habitués, ils se retrouvent, ils font la fête pour le dernier jour parce que c'est 3 mois de vacances qui vont venir. La plupart des futurs vacanciers sont venus sans cahier ni cartable. Fini les devoirs et les leçons. On va aller où là? Certains enfants ont déjà bouclé leur programme immédiat et à long terme. Place au projet vacances. Je vais étudier l'arabe. Je vais partir avec mon père à Bamako, faire l'école de football. Je vais partir à France avec ma maman. Je vais partir à la plage. Je vais faire des châteaux. Pour les enfants, ce sera de l'amusement. Le dernier jour de classe, c'est aussi l'occasion de distribuer les notes sous pli fermé et d'échanger avec les parents. Un exercice auquel les enseignants se prêtent avec un petit pincement au cœur. Je ressens une petite tristesse. C'est normal parce que c'est la séparation. Que l'année prochaine, je ne les aurai pas. Très triste. Nous, on est habitués à ces enfants. Pour les parents, les vacances scolaires sont synonymes de fin de tracas. Fini le réveil matinal difficile, la crise de pleurs les matins, les allers et retours pour déposer ou ramener les enfants. On est contents après des mois d'école. On est soulagés maintenant. Le réveil matinal qui a été un peu dur, mais là ça va. Ce n'est pas facile d'éduquer un enfant. C'est les vacances. C'est les vacances. Je suis très contente. L'heure des grandes vacances a sonné, mais pour certains enseignants et élèves, quelques travaux restent encore, notamment les examens nationaux de fin d'année qui démarrent ce mardi avec le CFE. Bonne chance aux candidats et bonnes vacances aux autres. Pas de blues donc pour les tout-petits en ce lundi qui marque la fin de l'année scolaire. Et puis la campagne pour la couverture universelle en moustiquaire imprégnée à longue durée d'action se poursuit. Certaines unités des parcelles assainies de Dakar et le village de Anne-sur-Mer ont reçu leur lot au cours d'un week-end de distribution de masse. L'adhésion des populations était manifeste, sans doute en raison des actions de sensibilisation menées en amont dans les communautés. Omar Diawa. Il ne revient pas du supermarché les bras chargés, mais d'un point de distribution de moustiquaires imprégnés aux parcelles assainies de Dakar. On est dans le district sanitaire nord. Au niveau du district nord, nous avons 13 postes de santé et 4
centres de santé. Et par rapport à ces structures, chaque structure a planifié selon les sites de distribution. Un travail initial de recensement des foyers et des couchages avait été minutieusement fait. Chaque famille bénéficiaire savait où se rendre pour entrer en possession de son bien, gage d'une bonne protection. Avec la communication et la mobilisation sociale de la population, on va distribuer d'ici les 3 jours, Inch'Allah, toutes les moustiquaires. Et j'espère que toute la population va dormir désormais sous moustiquaires imprégnés. Personnellement, auparavant, je ne dormais pas sous les moustiquaires imprégnés. Toute la famille, tous les jours et toute l'année, il faudra que l'on utilise les moustiquaires imprégnés. Cette sensibilisation a utilisé de nombreux relais, dont les imams et les chefs de quartier. C'est formidable parce que la preuve en est qu'actuellement nous avons moins de malades. Donc personnellement, j'apprécie. Je fais appel aux imams et aux collègues des délégués de quartier. L'utilisation doit être continue et non intermittente. Des conseils d'entretien sont donnés pour que les moustiquaires durent le plus longtemps possible. À Anne-sur-Mer, le type d'habitat, la densité de population et d'autres facteurs biotiques font que le paludisme n'est jamais très loin. La distribution se passe dans de très bonnes conditions parce que les populations ont vraiment adhéré. On espère bien que d'ici la fin de la distribution, nous allons atteindre plus de 16 000 personnes. Dormir sous moustiquaire, un passage obligé pour éviter tout contact avec le vecteur de la maladie. Partout au Sénégal, la campagne nationale se poursuit et à terme, quelques 8 millions de moustiquaires devront être distribués. Les enfants étaient à l'honneur ce 16 juin. World Vision a célébré la 26e édition de la Journée de l'enfant africain autour du thème choisi cette année, conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. C'est la commune de Palmarin qui a abrité la cérémonie de commémoration. Dame Silla. En période de crise ou de conflit, les enfants subissent toujours les plus lourdes conséquences. Leurs droits sont violés, du coup ils sont exposés au danger. Pour sensibiliser les acteurs et décideurs sur la protection des enfants, World Vision a porté le thème de cette 26e édition de la Journée de l'enfant africain sur la question. Le combat quotidien de World Vision est de travailler à voir un monde où les enfants s'épanouissent, grandissent en paix et jouissent d'une vie de plénitude et d'abondance dans un environnement qui leur garantisse une vie meilleure. La Journée de l'enfant africain a été décrétée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine. L'objectif est d'inviter les différents pays du continent à respecter et à garantir le droit des enfants. Au Sénégal, d'importants efforts sont faits dans ce sens. Au Sénégal, la question de l'enfance préoccupe au plus fort point les autorités étatiques. Ainsi, notre pays a signé et ratifié toutes les conventions et autres textes relatifs à l'enfance. Au niveau interne, le Sénégal a pris un certain nombre de textes légaux et réglementaires par rapport à la question de l'enfance. La protection de l'enfant contre toutes sortes de maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques doit être au cœur des préoccupations quotidiennes de tout parent, de tout adulte, devrais-je même dire, de la société dans laquelle l'enfant est censé grandir et des pouvoirs publics. Cette année, World Vision a choisi la commune de Palmarin pour célébrer la journée. Les enfants en conformité au thème de cette 26e édition ont joué des sketchs pour appeler à la paix en Casamance, mais aussi dénoncer les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Nous tous devons nous serrer les coudes, conjuguer les efforts en vue de juguler le fléau. Pour que nous comptions demain en Afrique, 0 enfant sans extrait de naissance, 0 enfant violé, 0 enfant violenté, 0 fille donnée en mariage précoce et forcé, 0 enfant utilisé dans une guerre, 0 enfant recruté dans le terrorisme, et j'en passe, 0 enfant tué. Le respect des droits des enfants et leur bien-être sont les objectifs que World Vision s'est assigné. Dans cette cérémonie de commémoration, plusieurs activités ont été organisées pour rendre les enfants heureux.
Nous ouvrons à présent la série sur le secteur de l'élevage. Ce soir, focus sur le centre de promotion agricole et sociale de Diembereng en Casamance. Créé en 2000, il avait répondu aux préoccupations des populations. Après 15 ans d'activité, le centre a fermé ses portes suite à des problèmes de gestion entre autres. Aujourd'hui, sa relance est souhaitée. L'État et le secteur privé sont appelés à jouer leur partition. Les détails dans ce dossier signé Abdelaziz Ban. Le centre de promotion agricole et sociale de Diembereng est un complexe agricole qui s'étend sur 16 hectares. Entre 2000 et 2015, ce centre a été le fleuron de l'économie de la région. Plusieurs activités y étaient menées. Tous ces bâtiments que vous voyez de ce côté-là, c'est des bâtiments qui sont destinés à l'élevage des pondeuses. Et on allait jusqu'à 65 000 pondeuses par année. Une capacité de 11 280 sujets. La seule salle, là, seulement. La capacité de production annuelle est de 375 000 tablettes d'œufs à 475 000 tablettes d'œufs. Donc aujourd'hui, pour l'année 2015, nous avons enregistré 185 000 tablettes d'œufs en provenance de Thiès et de Dakar. Donc la ferme à elle seule dépasse, double même les entrées en œufs au niveau de la région de Ziguinchor. En plus de la production de volailles, l'agriculture aussi occupait une place importante et toutes les chaînes de valeur ont été prises en compte. C'est une ferme intégrée parce qu'au-delà même, vous avez un périmètre maraîcher, vous avez un périmètre arboricole avec des agrumes. Et à côté de cela, vous avez un périmètre de transformation, il faisait du vinaigre. Et vous avez également, en dehors de l'aviculture, des poulets de chair et des pondeuses, vous avez maintenant des porcs. Et vous avez aussi l'apiculture. Donc, vous avez également un étable à bovins, avec même un abattoir moderne pour l'aviculture. Donc ça vous montre un peu que vraiment les chaînes de valeur ont été prises en compte. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Le CEPAS a fermé ses portes. Les infrastructures sont dans un état de délabrement. Le matériel inutilisé. Certains ex-travailleurs qui ont encore le courage de revenir sur les lieux n'ont que leurs yeux pour constater. Vraiment là, je ne trouve même pas le mot qu'il faut. Parce que vraiment, moi là où je suis, je trouve que ce beau joyau que nous avons ici, au niveau de la région, je peux dire même au niveau de la sous-région, on n'a que ce joyau-là. Donc ce seul joyau que nous avons ici, vraiment, c'est vraiment regrettable de laisser, d'abandonner ce truc-là à perte. Je suis triste de voir que maintenant ces populations qui étaient pleines d'espoir, le sourire aux lèvres, sombrent dans la tristesse. Parce que voilà, c'est le chômage. Voilà. Et j'ai effectivement le cœur meurtri. C'est en 2015 que le centre a mis la clé sous le paillasson, une fermeture qui s'explique par plusieurs raisons. Nous n'avions pas de camion pour nous acheminer les produits, donc les aliments particulièrement. On a dû se rabattre à un moulin de la place où nous avons acheté les aliments. Et ces aliments ont causé une intoxication très grave au niveau du centre. On a perdu dans l'ordre de plus de 11 000 pondeuses et tous les poulets de chair. Tout. D'après mon gestionnaire, ça s'est levé pratiquement à plus de 120 millions de pertes. Le poste couvoir, qui doit être le poste au début de la chaîne de valeur, qui doit produire les poussins, n'avait pas été pris en compte. Donc pour une ferme de cette envergure, il fallait justement qu'un couvoir soit mis en place. Ça c'est important, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait de fortes mortalités qui avaient été observées lorsque les poussins étaient importés de Dakar. Oui, parce qu'à cause de la traversée difficile de la Transgambie. Donc le couvoir devait être mis en place lors de l'investissement initial. Ça n'a pas été fait. Ensuite, la famille d'aliments également devait être mise en place lors de l'investissement initial. Donc c'était une ferme qui devait produire de l'aliment, consommer une partie de cet aliment-là avec autoconsommation, ensuite revendre une autre partie. Dans le contexte de faire de la Casamance un pôle économique, la relance des activités du CEPAS de Diembereng est plus que nécessaire. Sa réhabilitation va créer des centaines d'emplois directs et indirects. Il faudrait que les gens conjuguent les efforts pour aller vers une relance de ce joyau. C'est un poumon économique du département. Donc là, vraiment, moi je pense que l'idéal, c'est vraiment d'aller vers une relance totale de ces activités-là. On a intérêt à travailler à ce que quand même cette ferme, dans le cadre des programmes de l'État, puisse être repris à travers les conventions
pour que quand même les populations... c'est une question de souveraineté. Je lance un appel d'abord à l'État. L'État a beaucoup fait, vous avez vu, à travers l'élevage, à travers le ministère de l'élevage qui ne cesse de se pencher sur cette question-là, mais surtout les bailleurs, les partenaires privés. Alors je lance un appel aux privés, vraiment, à venir à Ziguinchor, à venir à Djembérin, à venir voir cette ferme et à travailler à reprendre cette ferme-là. Avec tout cet investissement, population et autorités de la Casamance fondent beaucoup d'espoir sur les pouvoirs publics pour que le CEPAS retrouve sa vocation de grenier de la région naturelle.